Je tiens à commencer bien sûr par remercier le président de cette assemblée, Patrick Bernasconi, pour son accueil, comme nous le faisons tous les ans. Il ne pouvait pas être avec nous et il n'a pas pu demander à un de ses collègues de nous accueillir et nous le comprenons parce que, vous le savez sans doute, le Conseil économique, social et environnemental fait l'objet d'une réforme et qu'une loi organique a été adoptée en fin d'année pour modifier la composition du Conseil et que les travaux sont engagés avec par les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'exécutif, le Parlement, pour travailler à la nouvelle composition. Et aujourd'hui, les membres du bureau du CESE sont très mobilisés dans tout ce travail. C'est le premier volet. Le deuxième volet, vous le savez, c'est que dans cette enceinte se réunit à plusieurs reprises dans le courant de l'année dernière la conférence citoyenne sur le climat et que ce mercredi, le Conseil des ministres vient d'adopter un projet de loi qui vise à transposer les mesures recommandées par cette conférence. Et là aussi, le CESE a hébergé cette conférence et a joué un rôle particulier. Et donc là encore, il y a une mobilisation complémentaire du CESE. Donc pour tous ces motifs, il ne pouvait nous accueillir. Néanmoins, je peux vous dire que le Conseil économique, social et environnemental a toujours accordé une attention élevée aux travaux de la Fabrique de l'assurance, conformément à la mission qui est la sienne, c'est d'être en veille sur les mouvements de la société pour éclairer l'avenir. Ce que, donc, du côté de la Fabrique de l'assurance, nous essayons de faire depuis que nous existons sur une thématique qui est celle de l'assurance. Je voudrais donc, dans cette introduction, tout particulièrement remercier, bien sûr, CNP Assurance, grâce à laquelle cette initiative existe depuis le début et continue à prospérer depuis le début, et en particulier la direction générale de CNP Assurance, que ce soit tout d'abord Frédéric Lavenir, ou aujourd'hui, bien sûr, Antoine Lissowski. C'est d'autant plus agréable pour moi qu'avec Antoine, ça fait plus de 40 ans que nous nous connaissons et que nous sommes amis, et les circonstances de la vie nous ont fait nous croiser à plusieurs reprises et même parfois nous succéder dans certaines responsabilités, et d'être ensemble dans ce secteur de l'assurance est toujours un plaisir. Venons-en au thème du jour, enfin en tout cas de la première moitié de la journée, puisque je vous rappelle le principe sur lequel fonctionne ce colloque. C'est l'occasion, en premier temps, de rendre compte d'une année de travail de tous ceux qui se sont mobilisés volontairement, souvent avec intensité, avec passion, sur un thème qui est tout simple à comprendre, qui est à l'intersection entre les questions d'assurance et les questions de société. Et donc nous avions choisi, et donc je voudrais simplement, mais Alexandre qui interviendra tout à l'heure le fera, mais je voudrais très génériquement remercier bien sûr tous ceux qui, vous verrez dans le rapport, ils sont cités, mais tous ceux qui se sont mobilisés pour apporter leurs réflexions, leurs contributions à la thématique développée. Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'entendre des porte-paroles de cet ensemble de personnes. Donc je disais, nous avons choisi, tous les ans on choisit à l'avance, entre guillemets, ou de façon prospective, le thème que nous allons développer. Et donc on sentait bien, c'est pas très original, qu'il y avait un sujet qui était plus que lancinant dans l'ensemble de la société, je vais y revenir, mais bien sûr aussi dans l'assurance, qui était cette question de la confiance. Alors, bien sûr, tout ceci, mais aujourd'hui c'est
devenue une borne millaire, c'était avant que l'épidémie n'éclate. Évidemment que l'épidémie a porté ce sujet qui était déjà chaud, voire peut-être brûlant, en incandescent avec la question de la pandémie. L'intérêt qu'il va y avoir dans les présentations qui vous êtes faites, qui sont destinées à vous donner, bien sûr, l'essentiel de ce qui est dans le rapport, mais surtout vous donner envie de regarder tout ce que nous avons à proposer, à suggérer sur cette question de la confiance, c'est bien entendu au-delà de la problématique de la pandémie. Alors, je voudrais tout de même, c'est incontournable, je veux dire, débuter par la question de la pandémie, mais peu autour de la question d'assurance. Il y a des spécialistes éminents qui vont en parler juste après moi. Je voudrais en reparler plus globalement. Et puis ensuite, on reviendra au-delà de la pandémie, parce que la question, elle se posait avant, elle s'est exacerbée, elle s'exacerbe pendant, et elle risque de durer encore un certain temps, comme on le dit. Alors, je voudrais débuter autour des questions, bien sûr, que l'épidémie a porté à l'incandescence. Alors, je me suis dit, le plus simple, c'est de citer quelques coupures de presse récentes autour de ça. Alors, la première que je voyais, donc, c'était comment redonner confiance en la vaccination. Alors, oui, ça, c'est un sujet bigrement d'actualité. À l'heure où un Français sur deux affirme ne pas vouloir se faire vacciner. On y reviendra parce que c'est un point important, c'est l'écart entre le dire et le faire. Mais ça vaut pour tous. Là, on parle des Français sondés, mais y compris lorsqu'on parlera tout à l'heure des questions d'assurance, il y a le dire, il y a le faire. Quel est l'écart et pourquoi la parole qui pourrait être ou qui devrait être un outil de confiance ne l'est pas toujours. Deuxième exemple que je cite, dans le Monde du 27 janvier, la confiance des Français envers les médias en légère hausse, mais leur traitement de l'épidémie divise. Alors, je ne prends que les titres, je ne prends pas le détail des éléments sous-jacents. Donc, une légère amélioration de l'opinion sur les médias. Il faut dire que quand on est coincé chez soi, notre petite lucarne nous emmène à essayer de regarder à travers la lucarne les radios, les télés, les réseaux sociaux, etc. Ce qui est assez intéressant, que j'ai remarqué, que je n'avais pas forcément en tête, c'est que la radio arrive toujours avec 52% des Français, 2 points de plus que l'année dernière, comme étant le média considéré comme celui qui diffuse de façon les plus fidèle les informations. Donc vous voyez, on parle beaucoup du halo sur réseaux sociaux, mais apparemment la radio se bat ou résiste bien. Autre exemple, qui date là un peu plus vieux, mais enfin tout va tellement vite, c'était il y a 6 mois, la gestion de la pandémie a sapé la confiance dans les experts. Alors ça, nous savons ce qu'il en est, des experts nous en voyons beaucoup, dès qu'on en met 2 devant une caméra de télévision, il y a au moins 3 opinions, et donc c'est clair que ceci ne contribue peut-être pas à renforcer la confiance dans l'expertise, et bien sûr tout le monde sait très bien la problématique de l'explosion du complotisme. Et c'est pas, voilà, là on rentre dans le terrain plus politique bien sûr, donc c'était le 4 février, près de 60% des Français n'ont pas confiance dans l'action du gouvernement face à l'épidémie. Bon, voilà. Mais par ailleurs, les sondages périodiques de confiance montraient que la confiance dans le président de la République augmentait légèrement. Voilà. Et c'est là où c'est très intéressant que je voulais citer ce point-là. C'est donc publié, c'était le 30 janvier, à la suite de la décision du président de la République
de ne pas reconfiner, quelle est l'expression qu'a utilisée le président de la République? Macron, ça c'est le titre du Figaro, mais enfin, Macron fait confiance aux Français pour freiner l'épidémie. Donc c'est très intéressant, parce que l'expression utilisée par le président de la République, c'est de faire confiance aux citoyens, alors que souvent la problématique, c'est est-ce que les citoyens font confiance dans leurs dirigeants. Puis dernier point, donc je citerai plutôt tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est très intéressant de montrer comment il y a un effet de concentration des rayons d'éclairage sur ce sujet de la confiance. Donc l'exemple sur lequel je voulais terminer, c'était plus des confiances dans les personnes, c'était des confiances dans les outils. Et donc c'était sorti le 10 février, vous voyez. La confiance des Français dans le numérique est en hausse, mais la méfiance à l'égard de leurs données personnelles reste persistante. Alors, je dis cela parce que, évidemment, dans nos secteurs de l'assurance, la question de l'utilisation du numérique est particulièrement importante. Alors, après vous avoir donné ces éclairages, je voudrais poursuivre un peu plus avant. Là aussi, vous trouverez des éléments dans le rapport, parce qu'il est évident qu'on ne parle pas à la fabrique de l'assurance toute seule, puisque notre approche, c'est croiser les sujets de société et les sujets du domaine de l'assurance. Et donc, vous verrez, on a essayé d'éclairer un certain nombre de choses. Mais dans ma position de président, je voudrais resituer des éléments qui sont situés dans le rapport, mais que je voudrais peut-être approfondir. Alors, d'abord, il ne faut pas croire que lorsque, à la fabrique, nous avons décidé de travailler sur ce sujet, c'est parce que nous pensions que la situation de l'assurance était différente, entre guillemets, pire, c'est ça la présomption de certains, que dans d'autres secteurs. Non, on le sait, c'est une question beaucoup plus globale. Néanmoins, permettez-moi de citer, là encore, une profession à laquelle nous sommes souvent rapprochés, je ne vais pas dire assimilés, ça serait totalement inexact, mais la profession bancaire. J'ai une certaine estime aussi sur cette profession, il n'y a pas que la profession de l'assurance qui soit noble. Et donc le 2 février, la Fédération bancaire française a publié son étude périodique sur la confiance dans les banques. Donc vous pourrez aller regarder sur le site. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce sondage? La satisfaction des Français augmente au fur et à mesure que l'on personnalise et qu'on se met en proximité avec la personne ou celui qui représente le métier. Et donc, juste pour vous l'illustrer, 6 Français sur 10 ont une opinion favorable sur la banque. Alors, certains vont dire que c'est pas énorme, mais enfin bon, c'est positif tout de même. Et on passe à 7 sur 10 si on parle des banques françaises. Ok. Et puis on passe à 88% si on parle de leur agence. Ok. Et on passe à 89% si on parle de leur conseiller. Donc c'est pas inintéressant. Parlons d'une profession à côté de la nôtre, mais enfin on peut penser et présumer qu'il y a des questions importantes pour nous. C'est bien entendu l'humanisation de la relation. Et donc, que ce soit dans le métier de la banque, que ce soit dans nos métiers d'assurance, comment nous arriverons demain à concilier ce que certains appellent le processus d'industrialisation et cette problématique. Évidemment, c'est traité dans le rapport, vous verrez, mais je laisse en parler, et en particulier, c'est le parcours dit du client qui est certainement un sujet important. Et puis, point important, alors je le pose parce que ici on a la capacité à poser les sujets qui grattent,
Bien sûr, pendant la pandémie, en tout cas du côté des banquiers, leur image s'est plutôt améliorée. Et donc 82% des Français reconnaissent que les banquiers font leur boulot de financer les entreprises, et que 78% considèrent que les banques sont résilientes, en particulier dans cette période-là. Alors, tout ceci est très évolutif, on le sait, et point important, c'est que la banque intègre le top 3 des secteurs jugés les plus stratégiques. Alors, bon, ça vaut ce que valent les sondages, parce que l'assurance n'est pas citée dans ces secteurs dits stratégiques. Alors, il y a peut-être aussi un biais, c'est que la liste n'est pas illimitée et que la liste de l'assurance n'est pas dans la liste. Alors, qu'en serait-il si l'assurance était dans la liste? C'est pour ça que les questions de méthode, on le sait en matière de sciences, sont importantes. C'est à côté du secteur de l'énergie, oui, pendant la crise, on a continué à pouvoir s'éclairer et se chauffer, et le secteur de l'alimentation qui viennent en premier, mais on est sur des besoins primaires et on peut le comprendre. Donc voilà ce que je voulais citer. Alors plus globalement, bien sûr, pour ceux d'entre vous qui suivent ce sujet ou voudraient le suivre, je voudrais renvoyer, bien sûr, à tous les travaux qui ont pu être faits sur ce sujet. En particulier, c'est quelqu'un que nous connaissons à la Fabrique, et en tout cas que je connais bien personnellement, Yann Algan, qui est un grand économiste. Alors, il a pour lui d'être directeur, non pas le grand directeur, mais d'un département de Sciences Po. Je ne sais pas, par les temps qui courent, c'est devenu compliqué. Et il a beaucoup travaillé donc sur la question de la confiance. Et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je vous renvoie à ses publications sur la Société de la Défiance de 2008 et la Fabrique de la Défiance de 2012. Je voudrais simplement reciter des sujets qu'il évoque sur cette question dans notre pays. Il met en avant un sujet qu'on connaît bien, mais qui est très important et qui mérite pour nous, au secteur de l'assurance qu'on se pose, c'est surtout quand on se compare par rapport à d'autres pays. Et là-dessus, allez voir aussi une étude qui a été publiée il y a 1 an maintenant par l'Institut Montaigne, où il y a, sur la question de la confiance, où il y a une comparaison entre la situation de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Il y a 10 à 15 points d'écart entre la situation française en dessous, bien sûr pour nous Français, par rapport à nos voisins britanniques et nos voisins allemands. Et donc, premier sujet, c'est la question d'une société française fonctionnant davantage sur la verticalité que sur l'horizontalité. Et donc ça, vous avez vu, vous savez tout ce qui s'est passé autour de cette question de la gestion de la crise, ce débat entre les échelons locaux, les échelons de proximité et les échelons centraux. Deuxième dimension, c'est bien entendu la logique de compétition versus la logique de coopération. Alors, c'est très important, bien sûr, dans le fonctionnement de nos entreprises. Quelle est la part de confiance que les dirigeants d'entreprise font à leurs collaborateurs? Quelle est la part de confiance que nous, les assureurs, nous faisons à nos assurés? Est-ce que si nous-mêmes nous cultivons, pour des raisons qui ne sont pas forcément de notre seule volonté, il y a des problématiques d'un autre ordre, un dispositif de suspicion généralisée, comment peut-on se vivre dans un état de confiance? Alors vous me direz, je pense en particulier à toute cette législation qui a sa légitimité, que je ne conteste pas là, mais c'est plutôt dans sa mise en œuvre sur le blanchiment. Si tout le monde est présumé être un suspect, ça devient assez compliqué. Surtout quand on est passé d'une culture sur les questions de blanchiment qui était à l'origine une culture de sondage à une culture d'exhaustivité de toute opération, y compris de taille relativement faible. Troisième dimension, qui est la plus importante mise en avant par Yann Algan, et qui, bien sûr, dépasse notre secteur, qui est un vaste sujet de longue haleine, qui est la question du processus éducatif. Et là aussi, vous savez,
toutes les difficultés que nous voyons aujourd'hui dans les enquêtes internationales sur le processus éducatif français. Alors, ce que je voudrais dire, c'est, et je vais arriver bien sûr à donner la parole ensuite aux experts, c'est d'abord, il faut être vigilant. C'est pas se méfier, je vais pas me méfier, il faut être vigilant. C'est la coexistence entre les problématiques d'approche scientifique dans les sciences dites dures, où il y a peut-être des lois, et encore, même sur ces terrains-là, en physique, on le sait, il y a, suivant les univers dans lesquels on se situe, certaines lois valables dans un univers ne le sont pas dans un autre, mais on ne va pas rentrer là dans des cours de cet ordre-là. Mais quand on passe dans le domaine des sciences humaines, attention, attention. Ça vaut bien entendu sur les questions par exemple comme les statistiques. Les problématiques d'intervalle de confiance sont, je le rappelle, un sujet classique des méthodes d'analyse statistique, suivant la taille de l'échantillon, etc. Attention sur les méthodologies entre le déclaratif et la pratique. On le voit aujourd'hui sur le sujet de la vaccination. Un certain nombre de personnes qui disent qu'ils ne se feront pas vacciner, néanmoins n'attendent que cela. On le sait par exemple sur les sondages relatifs aux élections. Pour qui allez-vous voter? Entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a souvent un écart. Alors, est-ce que c'est parce que les sondeurs ont tort? Non, c'est parce que, en fait, on fait de la statistique sur du déclaratif, sur des choses dites. C'est pas de l'analyse statistique sur des faits. Donc c'est un point à relever. Donc c'est même un point important, parce que ça vaut aussi pour nous assureurs. Il n'y a pas que les... On va reprendre cette expression populaire bien connue, il n'y a pas que les déclarations d'amour, il y a les preuves d'amour. C'est bien entendu, entre ce que nous disons, comment nous donnons notre parole et ce que nous faisons, c'est ça, et on l'a bien vu dans la crise, c'est ça le sujet qui est exacerbé. Alors, après, c'est un point important, parce que les mêmes mots peuvent vouloir dire des choses différentes pour les uns et pour les autres. Donc, il y a un problème d'entendement commun qui mérite d'être creusé. Et troisième volet, c'est la communication. Sur ce point, on a trop tendance, je pense, à réduire le fait on cause à on parle, on se parle, on s'écoute. Je pense qu'il faut se poser quelques questions autour du déluge de tweets et autre chose. Oui, je parle, mais qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'on est rentré dans une logique de dialogue, d'écoute réciproque, voire de travail coopératif? C'est une question qu'on peut se poser. Attention, d'une certaine façon, j'allais dire, à la question, enfin à ceux qui sont en train de rendre la Terre plate. Alors, c'est la problématique du complotisme. Ils croient tellement que la Terre est plate qu'ils finissent par la rendre plate. C'est-à-dire que tout est égal, et on le voit bien sur la problématique de l'expertise. Quand l'opinion de tout le monde vaut l'opinion de tout le monde, quand le café du commerce tient lieu de laboratoire scientifique, mais pourquoi les experts sont-ils tombés de leur piédestal? Ils se sont déchus eux-mêmes, et donc c'est certainement une question. La controverse fait partie de la démarche scientifique, fait partie du travail intellectuel, mais pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Peut-être parce qu'on ne met pas la controverse au bon endroit et de la bonne façon. Et nous, à la Fabrique, ça ne nous gêne pas d'être un lieu de controverse, mais c'est peut-être important d'éclairer les gens. Dernier point, parce que nous essayons les uns les autres de fabriquer, et dans nos métiers, dans nos secteurs, des outils de confiance, et en particulier des labels, des systèmes d'estampillage, etc. Attention, attention aux faux dévots, aux tartuffes, ceux qui prétendent se prévaloir des attributs. Alors, le vert est devenu une couleur fétiche, le impact est devenu un mot qui court les faubourgs,
Mais qu'en est-il des pratiques? Je pense que c'est cela le sujet majeur. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? C'est l'écart entre le dire et le faire. Et donc, sur ce terrain-là, il faut accepter d'y travailler. Voilà ce que je voudrais dire, et tout ceci va nécessiter de la confiance et du temps. Et voilà pourquoi nous vous livrons, c'est en usage public, tout ce travail, ces réflexions, menées avec des gens du secteur, des gens proches du secteur, des gens parfois pas d'accord entre eux, mais je pense et j'espère que nous aurons été utiles, et c'est avec grand plaisir que je vais céder la parole pour tous les travaux de cette matinée à notre directeur général